Bonsoir tout le monde. Je suis Larissa Santos, psychologue clinicienne dans le pôle clinique des adultes au sein du CRAIF, le Centre de ressources autisme. Et aujourd'hui, je suis avec Martha Tiloka, assistante sociale, pour faire ce webinaire qui s'appelle Comment remplir les dossiers MDPH. Donc, nous allons faire un focus sur la PCH pour les personnes atteintes de troubles mentaux, psychiques, cognitifs ou du neurodéveloppement. Pour les sommaires, on aura 3 parties. Au début, sera une présentation du dossier MDPH en général. Après, on fera un focus sur les projets de vie. Et après, on dédiera un peu d'attention avec la prestation de compensation d'handicap PCH pour les personnes atteintes des troubles mentaux, psychiques, cognitifs et du neurodéveloppement. Maintenant, on peut partir avec la présentation du dossier MDPH. Déjà, on a fait un petit focus sur la maison départementale des personnes handicapées, l'MDPH, qui est chargée de la mise en œuvre du projet de vie de chaque personne en situation de handicap et a comme objectif d'évaluer les besoins de compensation nécessaires à la réalisation d'un projet individuel. L'MDPH est également un lieu unique de service public qui a comme objectif d'accueillir, informer et orienter et accompagner les personnes en situation de handicap. On peut dire que chaque MDPH a aussi un fonctionnement qui lui est propre, en dépendant du département où vous êtes. Déjà, l'MDPH a été créé grâce à la loi 2005 pour l'égalité des droits des chances et participation citoyenne des personnes handicapées et a introduit les principes de compensation. La compensation, c'est un ensemble d'aides et prestations qui permettent de pallier à des difficultés liées à l'handicap. Par exemple, on est autiste, on a des difficultés, des anxiétés à prendre les transports en commun et la compensation, c'est peut être une carte mobilité, inclusion qui permet de s'asseoir dans des places attitrées. Cette compensation permet du coup de pouvoir répondre à ses besoins et grâce à cette carte de s'asseoir à des places attitrées et du coup de compenser la difficulté liée à l'handicap. Les missions de la NDPH sont différentes. Maintenant, on va vous décrire brièvement les principales missions. Déjà, l'accueil et l'écoute des personnes avec handicap, de leur entourage et des professionnels, l'aide à la formulation d'un projet de vie, l'élaboration d'un plan de compensation, l'évaluation des besoins, la décision qui se fait par la CDAPH, qui est la Commission des droits et autonomie pour personnes handicapées, l'accompagnement et la médiation lorsque vous faites une demande, par exemple, des recours administratifs RAPO, et le suivi de toute la compensation. Et toutes ces missions sont à destination des personnes concernées, aidantes et tout public. Il y a 8 MDPH en Île-de-France et comme tu as bien remarqué, chaque MDPH a son propre fonctionnement. Du coup, le règlement, c'est un peu le même pour chaque MDPH, mais il a certaines petites différences. Par exemple, il y a certains MDPH qui ont des accueils sans rendez-vous, certains avec rendez-vous, certains pour être sollicités par boîte contact, etc. Maintenant, on vous présente brièvement les étapes de traitement du dossier MDPH. La première étape, c'est le dépôt du dossier. Il existe 3 modalités différentes de dépôt des dossiers. On peut choisir de déposer le dossier en main propre à l'accueil de l'MDPH. Du coup, vous pourrez donner votre dossier à un agent d'accueil qui vous donnera un petit document de réception du dossier. Sinon, vous pouvez l'envoyer par la poste avec accusé de réception. Ou sinon, maintenant, la majorité des MDPH peuvent permettre le dépôt en ligne avec un portail dédié pour le dépôt en ligne du dossier MDPH. Oui. Et encore une fois, c'est toujours intéressant que vous puissiez prendre contact avec la MDPH de votre département pour voir quel est le type d'envoi de dossier qu'elle privilégie. Est-ce que c'est une DPH qui préfère que vous déposiez les dossiers en ligne ou en main propre ou encore envoyés par la poste? Après, la deuxième phase, c'est l'étude administrative du dossier. Du coup, environ après 3 mois du dépôt du dossier, vous recevrez une lettre à la maison qui vous dira si le dossier est complet, c'est complet et c'est bien reçu. Et du coup, voici un accusé de réception avec le numéro de dossier MDPH. Sinon, vous demanderont des pièces à ajouter qui permettront de compléter le dossier et de donner du coup les pièces manquantes. Après, on aura la troisième partie, que c'est l'évaluation du dossier,
que c'est fait par l'équipe pluridisciplinaire qui peut demander des pièces complémentaires. Si on a quelques doutes, ou si on a besoin de pouvoir réfléchir sur certaines orientations ouverture des droits. Est-ce que tu peux nous dire, Martha, par exemple, cette commission d'évaluation, cette équipe pluridisciplinaire, elle peut être composée par qui, par exemple? Peut être composée par des éducateurs spécialisés, des médecins et également par des psychologues ou des ergothérapeutes. Ça dépend si c'est un pôle évaluation enfant, adulte, scolarisation ou vie professionnelle. La quatrième étape, c'est la commission des droits d'autonomie des personnes handicapées CDAPH qui valide les plans personnalisés de compensation proposés par la commission d'évaluation. Et la dernière étape, c'est l'envoi des notifications, des décisions à l'usager. Du coup, vous allez recevoir un document qui vous dira quels droits sont ouverts et vous allez recevoir des notifications avec une durée de début et une durée de fin de votre notification. Cette durée de fin, c'est très importante parce que ça vous permettra 6 mois à l'avance de prévoir le nouveau dépôt du dossier MDPH pour pouvoir à nouveau rebénéficier du droit. Par exemple, la hache avec une date de fin et ça vous permettra après d'effectuer une nouvelle demande de hache une fois que c'est terminé la notification. Par exemple, qu'est-ce que tu conseilles pour une personne dont la hache, elle va expirer bientôt? Est-ce qu'il faut se prendre avec 3 mois d'avance avant la fin? Est-ce qu'il faut commencer les démarches seulement une fois vraiment que le délai est fini? Qu'est-ce que tu en penses? Je conseille toujours de prendre un peu d'avance, au moins 6 mois, pour être tranquille. Surtout, on sait que certains autistes adultes peuvent souffrir de certaines difficultés administratives, des phobies administratives. Du coup, c'est très important peut-être noter la date de la fin des H dans un calendrier et 6 mois à l'avance, à nouveau noter une nouvelle date, commencer le nouveau dépôt de dossier MDPH. Comme ça permettra à la personne de se prendre un peu à l'avance et d'être moins anxieux et moins préoccupé pour effectuer une nouvelle demande. On va vous présenter les documents nécessaires pour constituer un dossier MDPH. Les documents obligatoires sont 4. Le formulaire MDPH, CERFA, que vous pouvez retrouver en papier ou en version en ligne si vous choisissez le dépôt en ligne du dossier. Le certificat médical, CERFA, de validité 1 an. Le justificatif d'identité, du coup, la carte d'identité ou le passeport. Et si vous bénéficiez de mesures de protection des majeurs, également la copie du document du tuteur ou du curateur. Et un justificatif de domicile. Alors, il y a des documents aussi complémentaires au dossier qui sont aussi très utiles de mettre. Oui, c'est très important également pour pouvoir appuyer certaines demandes et pouvoir décrire certains besoins et d'ajouter certains éléments. Après, au cours de la présentation, on vous expliquera pourquoi sont nécessaires ces documents, mais maintenant, on va les lister brièvement. Déjà, c'est très important de présenter les bilans diagnostiques et des éléments complémentaires, par exemple, des bilans sensoriels, des bilans ergothérapeutes, des bilans psychométriques, des comptes rendus médicaux. Des bilans cognitifs, c'est-à-dire qu'ils vont étayer quand même votre demande et ils vont permettre à cette commission d'évaluation de mieux se rendre compte en fait des besoins que vous avez. Après, c'est très important également rassembler les factures acquittées, du coup les devis que vous avez faits pour des accompagnements par des professionnels en libéral et également des devis ou des factures des matériels techniques. Mais même si vous avez des nouvelles demandes, c'est important de mettre aussi ce que vous avez déjà. Que vous avez déjà quitté. Oui, c'est très important parce que ça permet aussi de se rendre compte les coûts des différents accompagnements et également que vous avez déjà fait des démarches avant d'ouvrir un dossier MDPH, que vous avez déjà eu des frais avant d'ouvrir le dossier. Après, c'est très important, si vous l'avez, de mettre, de joindre le dernier CV, curriculum vitae mis à jour. Ça permettra déjà d'avoir un historique de votre parcours, de savoir quelle formation vous avez fait et déjà quel parcours professionnel vous avez déjà entamé. Et une autre chose qui peut être très intéressante, c'est joindre un emploi de temps. Par exemple, un emploi de temps professionnel, mais ajouter également des suivis thérapeutiques et des éventuels loisirs. Par exemple, si vous dites que vous avez une très importante fatigabilité,
On pourrait appuyer à la main l'épreuve. Regardez mon emploi du temps. Je suis très fatiguée parce qu'en plus de mon accompagnement professionnel ou en plus de mon travail, je dois aller à 4 séances d'ergothérapie par mois. Je dois également aller dans un atelier yoga adapté, mais cet atelier, c'est seulement à 20 heures, etc. Pour montrer vraiment la charge de travail qu'on a et la charge de fatigabilité. Un autre conseil, c'est également, une fois que vous avez listé toutes les différentes pièces que vous pouvez ajouter au dossier, de faire un petit listing récapitulatif de toutes les pièces que vous avez jointes, avec, par exemple, pièce jointe numéro 1, bilan ergothérapeute, pièce jointe numéro 2, facture psychologique, etc. Et ça permettra également de rendre votre dossier plus ordonné, plus organisé, et de retrouver facilement les différentes pièces. Et ça, parfois, c'est quand même très apprécié d'avoir un dossier qui est organisé, qui a quand même, où chaque chose est à sa place. Je pense que ça peut aider aussi au traitement. Maintenant, on vous donne 3 petits conseils qui peuvent vous aider dans la constitution de votre dossier. La première, comme on avait déjà dit au préalable, si possible, anticiper le dépôt du dossier, car les délais de traitement peuvent varier de 4 à 9 mois. Selon la MDPH, ça peut prendre des délais très différents d'une MDPH à l'autre. Oui, du coup, c'est très important d'anticiper le dépôt et préparer à l'avance les différents papiers. Après, c'est très apprécié de garder toujours des copies de votre dossier et les pièces joints, parce que parfois, certains MDPH peuvent perdre un papier, ou parfois, si vous devez renouveler le dossier, c'est important aussi avoir accès au vieux dossier que vous avez fait au préalable. Et du coup, vous pouvez le garder soit en papier, soit dans une clé USB ou dans un disque dur. Oui, donc, vous pouvez aussi numériser vos documents et les garder en lieu sûr. Et après, pour l'accompagnement libéral, si vous faites une demande, par exemple, d'un PCH domaine ou d'une allocation adulte handicapé, c'est très important de privilégier les demandes de devis à l'année. Comme ça me permettra de montrer le chiffre, du coup, combien vous dépensez à l'année pour cet accompagnement. Et c'est plus simple aussi, anticiper votre demande. Avant de démarrer le remplissage du dossier MDPH, est conseillé prendre compte des préconisations thérapeutiques, éducatives et d'orientation des différents professionnels qui nous entourent. Déjà, on doit considérer tous les conseils des professionnels qui ont effectué le diagnostic ou les bilans de réévaluation. Et également des professionnels qui s'occupent du suivi au quotidien. Par exemple, du job coach ou du psychologue ou également, par exemple, de l'équipe du SAMSA ou du SAVES qui nous suit. C'est très intéressant et très important. Ou l'équipe du CESAD qui fait l'accompagnement à l'école, au domicile, etc. Cet ensemble de professionnels peuvent orienter sur les choix des demandes effectuées à l'MDPH, car chaque personne avec un diagnostic TESA a des besoins et des exigences différentes et spécifiques. Et du coup, c'est très important aussi de s'appuyer sur l'observation et les conseils des différents professionnels. Et en notre cas, ces conseils peuvent nous informer sur l'existence de nouveaux aides et nouveaux dispositifs qui étaient inconnus auparavant. Oui, et c'est très important d'être un peu à l'écoute des personnes du terrain parce que on voit très bien que dans l'autisme, il y a des nouveaux dispositifs, des nouvelles manières, formes d'accompagnement qui sont créées. Voilà, donc il y a des choses nouvelles aussi. Maintenant, on va vous présenter un petit exemple pour vous expliquer l'importance des préconisations. En conclusion du bilan diagnostic, les psychiatres de jury lui conseillent de s'inscrire en groupe d'entraînement aux habilités sociales pour travailler le décodage des émotions autrui et travailler le tour des paroles, de commencer un suivi avec un psychologue TCC, thérapie cognitive comportementale, afin de trouver des stratégies d'apaisement pour ces crises d'anxiété, d'effectuer un bilan sensoriel après d'une psychomotricienne et de demander une orientation vers un dispositif d'emploi accompagné afin d'affiner son projet professionnel. Ces éléments-là, déjà, nous aident à pouvoir organiser nos besoins et nos demandes à l'MDPH parce qu'on a déjà des pistes et des conseils avant la phase de remplissage de dossier. Oui, donc ça, c'est par exemple les préconisations que le psychiatre il a fait à Julie suite au diagnostic qui a été posé et le bilan qui a été réalisé. Tout à fait.
Alors, il y a l'autodétermination qui est quelque chose on en parle beaucoup en ce moment et c'est vraiment le pouvoir d'agir de quelqu'un. Donc, Martha elle va nous expliquer un petit peu l'importance de l'autodétermination dans la présentation de votre dossier. Oui, d'un côté, c'est très important d'écouter les professionnels, les personnes qui nous entourent, mais de l'autre côté, c'est important aussi de s'écouter eux-mêmes. Du coup, prendre du temps pour réfléchir sur son propre projet professionnel, personnel, pardon, et ses envies et les besoins de la personne liés à le propre mode de vie. Parce que ça permettra d'ajuster les aides en fonction des options qui sont disponibles et qui doivent aussi se lier et se connecter à le propre mode de vie. Par exemple, pour travailler l'autonomie dans le logement, on peut le travailler de deux façons différentes. Par exemple, Marie, qui vit chez ses parents pour travailler son autonomie, souhaite intégrer un dispositif d'habitat inclusif. Du coup, il souhaite vivre tout seul dans un logement, mais avoir également un premier niveau d'accompagnement grâce à un habitat inclusif, type habitat inclusif autisme. D'autre côté, Carlos, qui est en couple avec Brigitte, souhaite travailler son autonomie à domicile avec l'aide d'un éducateur spécialisé dans le domicile qu'il partage avec sa copine. Donc, c'est deux situations différentes qui peuvent avoir des aides différentes pour travailler une même chose qui est l'autonomie dans la vie quotidienne. Tout à fait. Et du coup, c'est très important de prendre ce temps-là de réflexion parce que ça nous aide vraiment à savoir quoi demander et du coup, pas être dans la pression, dans le stress, mais réfléchir à les différentes options et prendre le choix le plus éclairé possible. Alors là, la composition du dossier MDPH. Du coup, ici, on va vous présenter les différentes parties du dossier MDPH très brièvement. On commence pour la partie A. Donc, la partie A, c'est toute la partie sur l'identité de la personne concernée par la demande. Dans cette partie, on vous donnera des petits conseils spécifiques qui pourront vous aider dans le remplissage de cette partie. Déjà, dans l'onglet A3, c'est conseillé de bien préciser si vous êtes aidé dans le remplissage du dossier MDPH, par exemple par un aidant familial, dans un organisme type structure EME, etc. Si vous êtes aidé, par exemple, par le CCAS de votre mairie, dans CMP, etc. Parce que ça me permettra aussi de dire que vous avez besoin d'aide dans votre autonomie ou que vous êtes quand même suivi par une association d'autoreprésentants, etc. C'est très intéressant et très important remplir cette partie-là. Après, dans la partie A4, c'est important, si vous bénéficiez de mesures de protection, de préciser les coordonnées de vos représentants légaux. Par exemple, le tuteur, le curateur ou l'habilitateur familial. Et dans l'anglais A5, c'est très important pouvoir bien préciser si on est dans une situation qui prévoit un changement spécifique, fin des droits de l'allocation, situation familiale devenue difficile, situation scolaire en risque de rupture ou perte d'emploi prochain. Alors, la partie B, donc dédiée à la vie quotidienne, donc elle permet de décrire la réalité actuelle de la personne ainsi que ses besoins et ses attentes. Dans le paragraphe B1 de la vie quotidienne, c'est très important de préciser si actuellement on bénéficie de certains aménagements ou certains domaines. Par exemple, si on est accompagné en libéral par un psychologue ou par un ergothérapeute, ou si on bénéficie d'aides techniques telles casque anti-bruit ou d'autres aides techniques comme par exemple un logiciel de traitement des textes, etc. En bas de cette encoche, vous trouvez un petit tableau. Et dans ce tableau, c'est très important de remplir les dépenses déjà engagées liées à l'handicap. Par exemple, si vous voyez un professionnel libéral, d'écrire la fréquence où vous voyez cette professionnelle, combien vous dépensez par séance et c'est quoi le taux déjà remboursé ou si vous payez l'entièreté des séances. Oui, là, on a mis les documents tout en petit, mais c'est les documents donc à gauche de l'écran avec les petits tables, la petite grille en bas. Et si le tableau il est trop petit et vous avez beaucoup plus de dépenses, rien ne vous empêche de créer à l'ordinateur un autre tableau et le ajouter à votre pièce jointe. Dans ces parties, vous avez aussi toute une partie où vous devez cocher certaines cases. Dans certaines cases, parfois, c'est très compliqué de les cocher si on a un handicap invisible. Parce que certains items sont davantage faciles à comprendre et à remplir pour des cas d'handicap visible, tels que la paraplégie. À l'inverse, ce n'est pas le cas pour des handicaps invisibles comme le TSA. Exemple, pour une personne avec un TSA se déplaçant à l'extérieur du domicile,
La difficulté ne sera pas l'action des marchés, mais la planification du trajet, la gestion des imprévus ou l'hypersensibilité. Certaines personnes qu'on reçoit avec Larissa, parfois elles disent oui, moi je sais faire mes courses, j'ai pas de difficulté à faire les courses. Mais en réalité, la difficulté, c'est pas l'action d'acheter ces courses, mais c'est réfléchir à la supérette plus proche, aller par exemple le soir parce qu'il y a moins de monde. Parfois, on pourrait avoir de l'anxiété parce que on ne trouve pas la marque des biscuits qu'on adore, etc. Du coup, parfois, une action qui peut être simple peut se révéler très compliquée. Tout simplement être dans un lieu où il y a trop de monde, trop de bruit, trop de personnes qui bougent en même temps. Ça peut être des choses compliquées dans le quotidien. Et du coup, on répète à nouveau l'importance de l'autodétermination. Dans cette partie, c'est très important de donner son propre avis et d'être libre de s'exprimer sur sa propre situation personnelle. Alors, la partie C, vie scolaire et étudiante. Donc, vous remplissez si vous avez une vie scolaire et étudiante Oui. seulement. Si vous êtes, par exemple, en études supérieures ou en formation professionnelle. Dans cette partie, c'est très important d'écrire la situation scolaire actuelle, détailler également vos adaptations pédagogiques et, et détailler le planning de l'étudiant. Du coup, le temps scolaire, également préciser si vous bénéficiez d'un temps d'accompagnement libéral ou autre et voir également si vous bénéficiez d'autres activités type loisirs. Après, vous avez la partie D sur la situation professionnelle. Dans la situation professionnelle, il y a un élément de vigilance importante. Dans la partie D2, page 15, préciser le parcours professionnel, détailler les différents emplois, les niveaux de qualification et les diplômes. Et si possible, comme on vous a dit à l'avance, ajouter la dernière version de votre CV en pièce jointe. Alors, partie E, les demandes de droits et prestations. Du coup, cette partie, c'est très importante. Vous devez cocher certaines cases pour demander certains types d'aide. Par exemple, l'allocation adulte handicapé, la PCH, les cartes mobilité, etc. Vous avez deux pages. Une page, c'est pour les demandes relatives à la vie quotidienne et la deuxième page, c'est pour les demandes relatives à la vie professionnelle. Il est conseillé de cocher les aides dont vous pensez d'avoir besoin dans votre situation actuelle. Cocher des prestations au cas où pourra occasionner des délais plus longs dans le traitement du dossier. La partie F permet d'exprimer les attentes de votre aidant familial. Conseil, si vous avez plusieurs aidants familiaux, mère et conjoint, je vous conseille de faire une copie de cette partie et la faire remplir à chaque aidante afin que chaque aidante puisse remplir sa propre partie. Dans cette partie, il est très important de préciser les besoins et les attentes des aidants familiaux. Il est possible dans cette partie de demander le financement d'une formation en lien avec l'handicap de la personne aidée. Par exemple, l'aidant familial, il a besoin de mettre en place un code de communication alternative augmenté auprès de la personne. Donc, il peut demander une formation là-dessus. Tout à fait. Ou mettre voilà, structurer les temps et l'espace au domicile. Il peut aussi, par exemple, bénéficier d'une sensibilisation, d'une formation sur l'approche Teach, par exemple, qui propose ça. Tout à fait. Le projet de vie, c'est très important à rédiger parce que ça s'agit d'un écrit qui apporte à la CDAPH tous les éléments indispensables pour la compréhension de l'impact des difficultés de la personne sur sa vie quotidienne, son travail, sa vie sociale. Et du coup, permet d'argumenter les demandes de compensation et de décrire les points forts ou les points faibles du projet. Ce document apporte du coup une dimension très personnalisée au dossier MDPH. Vous trouverez l'emplacement des rédactions à la page 8 de la partie B du dossier MDPH. Regardez, c'est la petite image que vous voyez dans l'écran. Donc, tu dis que là, on peut esquisser ses attentes, la situation dans laquelle on se retrouve, les besoins. Tout à fait. Maintenant, on va vraiment préciser les différentes parties importantes à préciser dans le projet de vie et on donne des petits conseils pour bien rédiger le projet de vie. Du coup, au début, vous pouvez écrire votre projet de vie sur le formulaire mis à disposition par l'MDPH ou sur feuille libre à joindre au dossier. On vous conseille quand même de rédiger un document plutôt court, 2-3 pages maximum, et mettre en avant les difficultés ressenties ainsi que les demandes que vous faites à l'MDPH. Et du coup, argumenter pourquoi vous faites ce type de demande.
Donc, c'est important que ça ne soit pas non plus un document trop long non plus. Hein. Non, Faut que ça soit concis, succinct. parce qu'elle doit permettre à la CDAPH d'avoir tous les éléments, mais si c'est trop long, parfois c'est très compliqué pouvoir bien l'analyser et pouvoir prester attention à chaque partie. C'est pour ça que c'est très important que le document soit court. Dans le projet de vie, on a trois parties principales. La première partie, c'est la présentation et description de la situation personnelle. Du coup, au début, on décrit le profil de la personne. Nom, le prénom, l'âge, le diagnostic. C'est très important également de préciser les comorbidités, les pathologies associées. Alors, les comorbidités, par exemple, c'est la personne, elle peut être donc avoir un diagnostic TSA et par ailleurs avoir des troubles de l'apprentissage comme la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie ou des choses comme ça, ou avoir d'autres pathologies aussi associées. Tout à fait. On peut également décrire si on a des troubles de sommeil ou également des troubles de comportement alimentaire ou également de la sélectivité alimentaire ou d'autres types de pathologies qui n'ont pas de lien avec l'autisme, par exemple de l'hypertension ou d'autres types de pathologies. Après, c'est important aussi expliquer un peu le milieu de vie de la personne. Expliquer la situation actuelle, si on vit chez les parents, on vit en couple, vit tout seul, décrire un peu l'emploi ou la formation qu'on fréquente, également les ressources financières actuelles et les aides actuelles où la personne bénéficie. Après, on peut décrire également vite fait le parcours de la personne avec des focus sur la vie personnelle, la vie quotidienne, la vie professionnelle, la vie scolaire, sociale et la santé. Et après, on peut décrire aussi les répercussions du fonctionnement sur le quotidien. Par exemple, si on a de l'anxiété, décrire les limites que l'anxiété nous pose ou la fatigabilité également, comment on peut impacter, par exemple, sur la vie scolaire. J'ai dû demander un aménagement d'emploi de temps à l'université parce qu'avec la fatigabilité, je n'arrivais pas à suivre une journée entière de cours. Ou également sur la vie sociale, j'ai des difficultés à décrypter les émotions de mes camarades ou j'arrive pas à participer à des sorties en groupe parce que j'arrive pas à être très attentif à les différents échanges, etc. C'est très important également, du coup, d'écrire la situation personnelle, par exemple, les difficultés à niveau de l'autonomie, les difficultés dans les déplacements, dans l'hygiène, dans l'organisation du quotidien, dans l'accès aux loisirs et, par exemple, pour l'alimentation. Après, également, les difficultés qu'on peut avoir dans l'accès au maintien d'une formation, dans l'accès au maintien de l'emploi, dans les horaires, etc. Et également dans la vie sociale, donc vie familiale, vie affective et vie amicale. Oui, il faut dire quand même que cette liste-là que Martha elle a fait, elle n'est pas non plus exhaustive, hein, qu'il peuvent avoir d'autres exemples que vous pouvez trouver aussi et que vous pouvez mentionner. Et après, la troisième partie, c'est très importante. On doit décrire quelles demandes on fait à l'MDPH et on motive les demandes. On argumente pourquoi on fait certains types de demandes. Par exemple, on peut demander des aides financières comme l'allocation adulte handicapé. Et par exemple, on fait une demande d'allocation adulte handicapé parce que pour le moment, je ne peux pas avoir accès à un travail. C'est trop fatigant pour moi. Et du coup, pour le moment, j'ai besoin d'un moyen de vivre au minimum des ressources économiques pour vivre. Après, également, j'ai besoin de la prestation de compensation handicap pour pouvoir être aidé dans mon autonomie, etc. Après, dans l'emploi de la formation, par exemple, on demande des reconnaissances des qualités des travailleurs handicapés, une orientation vers un dispositif d'emploi accompagné, l'accès à la formation et les aménagements professionnels. D'accord. Par exemple, les dispositifs d'emploi accompagné, comment ça peut se décliner, ça? C'est un dispositif qui peut être ouvert à différents handicaps, mais on a des dispositifs d'emploi accompagné spécifiques autisme et permettent d'accompagner la personne déjà à la recherche de l'emploi. Et c'est un accompagnement qui n'a pas de durée de fin, mais a besoin d'une notification MDPH pour pouvoir bénéficier de ce type d'aide. Et ça permet d'être accompagné d'une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans l'accompagnement vers l'emploi, qui permet à la personne déjà de pouvoir effectuer des stages, de pouvoir aussi effectuer des formations et permettre le maintien de l'emploi. Après, on a également des orientations. On peut demander, par exemple, un service d'accompagnement à la vie sociale, SAVS. On peut demander également une orientation SAMSA. On peut demander également des orientations vers des maisons d'accueil spécialisées. Et en final, on peut demander également la carte mobilité inclusion ou la carte mobilité stationnement. Par exemple, pour la carte mobilité inclusion, on peut dire, je suis très fatiguée et avec cette carte, je peux m'asseoir dans des places attitrées.
quand je prends mon RER pour aller à l'université ou pour aller au travail. Ou par exemple, la car mobilité, inclusion, stationnement. Pour moi, c'est très compliqué marcher parce que je suis très fatiguée avec ça. Et du coup, pouvoir m'égarer à côté des milieux de soins, ça permet déjà d'être moins stressée, d'être moins fatiguée. Du coup, pourquoi on rédige cet écrit qui peut nous sembler très fatigué, très compliqué et, euh, et qui crée beaucoup d'anxiété à les personnes que j'accompagne parce que ça demande déjà de devoir rédiger quelque chose de personnel, de savoir aussi comment on le rédige et comment le structurer. Servent pour comprendre déjà quelles sont les idées existantes et quelles aides s'adaptent le mieux à la situation personnelle. Et en plus, montre qu'on veut vivre, poursuivre les projets en tant qu'individu citoyen en garantissant au maximum l'autodétermination et l'autonomie. La PCH est la prestation de compensation d'handicap. Il s'agit d'une aide financière personnalisée qui a pour but de compenser les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. En particulier, la PCH aide humaine sert à couvrir l'intervention d'une tierce personne assurée par un aidant familial, membre de la famille qui n'est pas salarié pour cette aide, un salarié ou un service prestataire d'aide à domicile. C'est très important d'expliquer aux personnes que quand on bénéficie d'une PCH aide humaine, cette personne qui va venir, que ce soit un aidant, que ce soit quelqu'un de la famille, comme a dit Martha, ou quelqu'un de salarié, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va venir pour faire à notre place, mais faire avec nous, et toujours avec cette idée quand même d'aider la personne à gagner un peu en autonomie par rapport aux besoins et l'aide qu'elle demande. La mise en application du décret du 19 avril 2022, survenu le 1er janvier 2023, a permis aux personnes atteintes d'une altération des fonctions psychiques, cognitives ou des troubles du neurodéveloppement d'accéder plus facilement à la PCH et domaine. La liste d'activités permettant l'accès à la PCH et l'accès de les domaines est élargie. Un nouveau domaine d'activité a été ajouté, le soutien à l'autonomie. Donc, par exemple, un exemple de soutien à l'autonomie, Martha. Maîtriser le comportement, planifier, organiser, entamer, exécuter et gérer les temps d'activité habituels ou inhabituels, effectuer des tâches multiples de la vie quotidienne, comme entretenir le logement ou se rendre à un rendez-vous médical, être accompagné dans les transports ou des difficultés de la perception de l'environnement. Tout ça, ce sont des exemples. Là, par exemple, on va vous donner un petit exemple de cas. Donc, Vanessa, 33 ans, elle est comptable. Elle a repris une activité professionnelle en télétravail et à mi-temps depuis son burn-out l'été dernier. Donc, prendre les transports en commun est un vrai challenge pour elle, tant sur le plan sensoriel que pour se repérer dans l'espace. D'autant plus que les relations avec des personnes non familières sont difficiles donc pour Vanessa. Donc, si elle se fait interpeller dans la rue, elle peut avoir du mal à gérer son comportement, elle peut fuir et se mettre en danger. Ça peut être très angoissant pour elle. Donc ça, c'est un exemple de qu'est-ce que une personne dans cette situation-là, elle peut demander comme PCH, comme aide à l'autonomie. Donc, certainement quelque chose, par exemple, pour l'aider à mieux maîtriser son comportement, ses réactions face aux personnes inconnues. Donc ça peut être une aide économique pour financer, donc, par exemple, le travail avec une psychologue ou un éducateur qui pourra quand même l'aider dans ces moments de transport. Peut-être trouver une stratégie pour mieux gérer le comportement. Du coup, peut-être être accompagné au début sur les trajets et après acquérir l'autonomie pour aller tout seul au travail et pas se mettre en danger. Ouais. Donc, cette aide économique pour financer l'aide humaine, elle peut être de différents types, hein. Ça peut passer par exemple, le travail avec une psychologue, avec une thérapie cognitive comportementale qui va l'aider petit à petit à s'exposer, à prendre des transports et à se retrouver dans des situations qui étaient compliquées auparavant. Mais cette aide, elle peut prendre des formes très différentes. On a un deuxième cas de PCH aide humaine. Donc là, il s'agit d'Adrien, 27 ans. Profession, donc il travaille depuis 2 ans dans un magasin de chaussures de sport. Il connaît les noms et les marques de toutes les chaussures. Ses missions sont de gérer les livraisons, le stock et les rangements de la réserve. Donc, Adrien, il est seul dans un appartement depuis 1 an. Il rencontre des difficultés pour prendre soin de lui-même
tant au niveau de son hygiène que de son alimentation et de sa santé. Donc, il n'arrive pas à prendre des initiatives. Donc, la PCH humaine, là, elle peut aussi prendre forme de différentes manières, hein. Ça peut être, par exemple, en SAVS, en service à la vie, non, pas à la vie sociale. Non, cet domaine peut être ajouté, tu as bien fait. On peut demander la SAVS et en plus la PCH domaine. Du coup, on peut demander, par exemple, un éducateur à domicile qui intervient quand le SAVS n'intervient pas. Par exemple, pour travailler en tableau et travailler l'hygiène et l'alimentation d'Adrien, quand par exemple il est pris d'assistance restreinte. Du coup, un accompagnement à domicile en plus de l'accompagnement SAVS, parce qu'on peut avoir les doubles accompagnements. C'est bien fait de remarquer ça, parce que parfois certains adultes autistes ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier de deux types d'accompagnement. Alors, comment formuler mes demandes? Du coup, comme a bien dit Larissa, les domaines proposés par la PCH n'est pas proposé pour faire à la place de la personne, mais faire avec la personne. Du coup, afin que la personne concernée puisse développer son autonomie et acquérir de nouveaux apprentissages. Cependant, vous pouvez souligner que certaines tâches peuvent causer une forte fatigabilité et qu'elles peuvent être difficiles à réaliser à cause des difficultés sensorielles. Alors, si on part de ces principes-là, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que la PCH, c'est toujours une aide et un financement, mais qui est quand même temporaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas indéfini, il n'est pas à vie? Non, parce que comme n'importe quelle notification MDPH, on a une durée de début, une durée de fin. Du coup, on peut décider de renouveler cette PCH. Après, si la personne il atteint l'autonomie dans ce type de tâches, il pourrait peut-être à la prochaine demande pas faire une demande de PCH. Comment formuler mes demandes? Encore un autre exemple. Exemple, l'aide à l'entretien du logement entre dans le périmètre de la PCH. Mais les activités ménagères ne doivent pas être faites à la place de la personne, mais avec la personne. Du coup, on dit attention à la formulation de la demande. N'écrivez pas que vous demandez la PCH chez domaine pour l'aide ménagère, mais de l'aide pour le soutien à l'autonomie de la personne dans l'entretien de son logement. Du coup, c'est très important d'avoir un peu cette gymnastique mentale de savoir comment bien formuler la demande. Ouais. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui va tout faire à votre place ou pour vous, mais quelqu'un qui va vous apprendre, vous aider petit à petit à faire des choses que vous ne faisiez pas. Oui, et surtout également, on comprend que parfois l'aide ménagère, c'est pas juste qu'on n'a pas envie de le faire. C'est très compliqué, par exemple, pour une personne qui est très sensible aux odorats, laver le linge, parce que peut-être ça sent très très fort. Du coup, avec, par exemple, l'accompagnant, travailler des stratégies pour pouvoir eux-mêmes faire le linge, mais peut-être mettre un produit pour laver le linge très parfumé qui va cacher les mauvaises odeurs ou d'autres types de stratégies qui peuvent être trouvées avec un éducateur spécialisé ou avec autres professionnels. Alors, les questionnaires complémentaires du dossier MDPH. Du coup, après l'ouverture de la PCH domaine pour le public TND et troubles psychiques, la CNSA a lancé une expérimentation avec 6 MDPH volontaires avec la création d'un questionnaire spécifique pour les troubles de neurodéveloppement. Ce questionnaire est composé de 2 parties distinctes. La partie 1, c'est volet 3 du certificat médical et à remplir par le médecin. Et la partie 2, c'est à remplir par l'entourage, aidant familial, personnel médical, paramédical, etc. Et avec la personne même. La personne même tout seul, il peut remplir cette partie. Pour aller plus loin, on vous a mis un lien que vous transmettra par mail également. Et c'est réalisé par l'MDPH de la Marne, qui est une des MDPH qui a participé à cette expérimentation. On a conclu notre webinaire. Je te remercie, Larissa, et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup.